Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, sur le plan intérieur, les efforts de consolidation de la paix et de la cohésion sociale restent prioritaires. Nos actions pour renforcer la cohésion sociale et la décrispation de la vie politique nationale se poursuivent à travers notamment la mise en œuvre des recommandations de la 5e phase du dialogue politique. Je salue à nouveau la conclusion de la 2e phase de la trêve sociale, dont la mise en œuvre contribue à la consolidation de la stabilité et de la cohésion sociale. C'est le lieu d'indiquer que les montants dus aux partis et groupements politiques au titre de la loi relative au financement des partis et groupements politiques, ainsi que des candidats à l'élection présidentielle, ont été régulièrement payés. À cet égard, les partis et groupements politiques qui ont participé aux élections législatives et qui sont représentés à l'Assemblée nationale devant bénéficier d'une quote-part de ce financement, il convient d'actualiser la loi et de la rendre conforme à la Constitution par la prise en compte du Sénat. Donc voilà, je vois que les sénateurs et sénatrices applaudissent. Alors j'ai donc instruit le ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances de me proposer une modification de la loi afin de permettre au groupe parlementaire au Sénat de bénéficier de ce financement. Au plan sécuritaire, d'importants efforts ont été consentis ces dernières années avec un accent particulier sur l'équipement, la formation technique et disciplinaire de nos forces de défense et de sécurité. De plus, nos forces de défense et de sécurité ont vu leurs conditions de vie et de travail améliorées de manière significative. Elles sont aujourd'hui mieux outillées pour faire face au banditisme et à la délinquance et bien sûr le trafic de drogue, améliorant ainsi la sécurité dans les grandes villes du pays comme dans les zones rurales. Les effectifs en constante progression sont redéployés pour garantir la sécurité de nos frontières face aux menaces terroristes. Je voudrais donc saluer et féliciter nos militaires, gendarmes et policiers qui sont des exemples de courage et d'engagement. Ils sont notre fierté. Merci, messieurs et dames. Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort pour assurer la sécurité de notre patrie, ainsi que de toutes celles et tous ceux qui vivent dans notre beau pays. La Côte d'Ivoire est et doit demeurer secteur de paix, de sécurité et d'hospitalité, si cher au président Félix Houphouët-Boigny. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, depuis 2019, l'économie mondiale a connu un ralentissement qui n'a épargné aucun pays. De nouvelles contraintes liées à la pandémie de Covid-19 et à la crise en Ukraine, notamment l'inflation mondiale, mettent à l'épreuve notre dynamique de croissance et de financement. Le gouvernement a pris des mesures fortes pour assurer le développement de l'économie et préserver le pouvoir d'achat des populations. À titre d'exemple, dans le secteur de la boulangerie, face à l'envol mondial des cours du blé, l'État a octroyé aux meuniers un appui financier total de 62 milliards de francs CFA, dont une subvention de 2 milliards de francs CFA
pour réformer ce secteur. Pour le carburant, les subventions de l'État ont atteint un montant de 725 milliards de francs CFA en 2022, permettant ainsi d'atténuer l'impact des hausses internationales du prix du carburant sur le coût des transports et des biens. C'est ainsi 2% du produit intérieur brut que nous avons donc consacré à ces subventions. Tirant les enseignements de cette crise mondiale, le gouvernement a su adapter notre politique de production agricole, animale et halieutique, mettant l'accent sur la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Et je dois féliciter le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, que j'ai entendu ce matin sur RFI, qui a bien défendu le plan de son secteur. Je vous ai écouté sur RFI ce matin. Dans le même sens, lors du sommet de l'Union africaine tenu en février dernier à Addis Abeba, la déclaration d'Abidjan sur la nutrition a été chaleureusement saluée. L'Afrique tout entière a adhéré à cette déclaration qui est un appel à l'action pour le renforcement de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et du capital humain, indispensable pour assurer la continuité du progrès économique et social sur notre continent. Je félicite le vice-président Koné pour son importante contribution lors de ce sommet de l'Union africaine. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, en dépit de cette conjoncture difficile, notre pays a poursuivi sa croissance, sa dynamique d'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base, des différents programmes touchant au secteur de la santé, de l'électrification et de l'eau potable, des infrastructures routières et du logement, ou ceux liés à l'éducation et à la formation de la jeunesse, ont connu des avancées remarquables. À cet égard, je voudrais féliciter le Premier ministre Patrick Achi et son gouvernement pour toutes les actions engagées. Chers frères et sœurs du gouvernement, bravo à chacune et à chacun de vous. Ainsi, dans le domaine de la santé, la mise en œuvre du programme hospitalier se poursuit à travers le plan national de développement sanitaire 2021-2025. Ce plan vise à améliorer le niveau de l'accessibilité des structures de santé et la prise en charge des malades dans les zones enclavées ou défavorisées. Les réalisations dans ce sens permettent aujourd'hui à plus de 7 Ivoiriens sur 10 de vivre à moins de 5 km d'un centre de santé, y compris dans les zones défavorisées. Ce programme prévoit à terme la diversification de l'offre de soins au niveau des centres hospitaliers universitaires, dans les grands pôles universitaires, des centres hospitaliers régionaux et des hôpitaux généraux, couvrant toutes les grandes localités du pays. Outre le volet infrastructure, des programmes de prise en charge du couple mère-enfant, avec la gratuité des soins, de la césarienne et des médicaments, ainsi que des campagnes de vaccination, sont mises en œuvre. Dans le cadre de notre programme de société, une Côte d'Ivoire solidaire, la généralisation de la couverture maladie universelle permet de renforcer davantage la protection des personnes vulnérables. Le réseau d'offres de soins de la CMU a atteint aujourd'hui environ 1400 établissements sanitaires
et plus de 900 pharmacies sur l'ensemble du territoire, avec pour objectif d'assurer à tous l'accès à la santé et aux médicaments à moindre coût. Enfin, nous avons entrepris des réformes institutionnelles et structurelles pour améliorer la gouvernance dans les établissements sanitaires en vue de bâtir un système de santé toujours plus performant et résilient. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le gouvernement a su apporter des réponses concrètes aux attentes de nos concitoyens. Je note avec satisfaction que la pandémie de Covid-19 est largement sous contrôle en Côte d'Ivoire. Ainsi, à la date du 10 avril, comme d'ailleurs celle d'hier, notre pays n'enregistrait que 6 cas actifs. Par ailleurs, le taux de guérison est à plus de 99% et 52% de la population cible a été vaccinée dans le Grand Abidjan, épicentre de la maladie. Au regard de ces excellents résultats enregistrés dans la lutte contre la Covid-19 depuis 2020, cette maladie a pris la forme d'une maladie infectieuse courante et est traitée essentiellement dans les centres habituels tels que celui du service des maladies infectieuses et tropicales de Treichville. Le Conseil national de sécurité, en sa session du 12 avril 2023, a donc décidé de lever l'état d'urgence sanitaire et d'alléger le dispositif de contrôle à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. En conséquence, toutes les mesures d'exception, y compris les primes de risque instituées pour le personnel de santé et les forces de défense et de sécurité, seront levées à la fin du mois de juin de cette année. Notre système sanitaire sort renforcé de la gestion de cette pandémie, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, notamment au niveau de sa capacité de diagnostic et de prise en charge. Je voudrais donc réitérer mes félicitations au gouvernement, en particulier au ministre de la Santé, Pierre Demba. Où est Pierre? Pierre Demba, et à tous les acteurs engagés dans la lutte contre cette pandémie. J'exprime ma gratitude à tous nos compatriotes ainsi qu'aux autres populations vivant en Côte d'Ivoire pour les efforts consentis qui ont permis la bonne maîtrise de cette pandémie dans notre pays. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, conformément à mes engagements, le programme d'accès à l'électricité se poursuit et s'amplifie. Nous avons fait des progrès significatifs et je peux affirmer qu'en 2025, la quasi-totalité de nos villages sera connectée au réseau électrique comme je m'y étais engagé en 2011. Cela est à saluer, car en 2011, seul un village sur 3 avait accès à l'électricité, contre plus de 8 localités sur 10 aujourd'hui. Dans le secteur pétrolier, le nouveau champ Baleine, découvert par l'entreprise italienne Eni, sera mis en production au cours de cette année 2023. Ainsi, notre sécurité énergétique sera progressivement renforcée. En matière d'eau potable, d'importants efforts ont également été faits. Nous avons réhabilité plus de 20 000 pompes villageoises et renforcé la capacité de production dans de nombreuses localités. Les actions se poursuivent au niveau de la distribution, qui est donc
un objectif majeur. Le réseau routier continue de s'améliorer et nos villes se rapprochent les unes des autres grâce au bitumage des principaux axes routiers. Après l'inauguration de la section Yamoussoukro-Tchébissou de l'autoroute du Nord, les travaux se poursuivent afin de permettre de rallier Abidjan à Bouaké en peu de temps. De même, la côtière sera totalement opérationnelle bientôt pour rallier Abidjan à San Pedro. Bravo au ministre des Infrastructures, Amédée Kouakou. Oui, Amédée, je ne le vois pas. Bravo à toi. Cette amélioration s'accompagne du renforcement de la sécurité routière avec l'intensification de la sensibilisation des usagers de la route, des contrôles et l'application du système de permis à point. Des efforts sont également faits pour l'assainissement du cadre de vie de nos concitoyens, notamment dans le Grand Abidjan. Le programme des logements sociaux, dont la mise en œuvre a connu certaines difficultés, a été relancé au travers de vigoureuses réformes. Et dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques, de nombreux projets sont en cours. Plus de 30 000 logements ont été construits jusqu'à maintenant. Je me félicite particulièrement de la récente remise des clés à plus de 5 600 acquéreurs de logements à Songon, dans le district d'Abidjan. Un nouveau programme de 25 000 logements sera lancé prochainement dans les communes du Grand Abidjan et de plusieurs villes de l'intérieur, à l'instar de Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. Bravo à Bruno Koné, ministre de la Construction. Bravo à toi, Bruno. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, les questions liées à l'éducation, la formation, l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, qui représentent environ 3/4 de notre population, c'est-à-dire 22 millions sur 30, ont depuis 2011 fait partie des priorités du gouvernement. D'importantes avancées ont été réalisées, mais de nombreux défis demeurent. C'est pourquoi, lors de mon message à la Nation du 31 décembre dernier, j'ai déclaré 2023, année de la jeunesse, et j'ai demandé au gouvernement de faire encore plus dans ce domaine essentiel. Dans ce cadre, le gouvernement a adopté, en consultation avec les jeunes, et celui-là est très important, le programme jeunesse du gouvernement pour la période 2023-2025. Ce programme qui a déjà débuté et se décline autour des 3 axes stratégiques suivants. Premièrement, l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Deuxièmement, le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse. Troisièmement, l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. Et je voudrais donc féliciter le ministre Mamadou Touré pour son engagement dans ce secteur essentiel. Est-ce qu'il est, Mamadou? Bravo, bravo Touré. En cette année 2023, des actions fortes sont programmées dans ces différents domaines pour un montant de 361 milliards de francs CFA en vue de tracer des sillons durables pour le succès du programme. J'avais indiqué au ministre Touré que mon objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes sachent
que chaque jour, cette année, 1 milliard de francs CFA leur sera consacré, c'est-à-dire 361 milliards pour l'année 2023. La mise en œuvre de cet ambitieux programme sur la période 2023-2025 est évaluée à plus de 1118 milliards de francs CFA et il permettra d'offrir des opportunités et de toucher près de 1,5 million de jeunes dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle. C'est donc un véritable plan Marshall pour la jeunesse qui sera mis en œuvre pour celles et ceux qui sont l'avenir de la nation. Et je voudrais rappeler que de nombreuses actions ont également été menées en faveur des étudiants, notamment l'ouverture des restaurants universitaires de Cocody et d'Abobo à Niamey, ainsi que la réhabilitation de la cité universitaire de Vridi. Et nous continuerons conformément à nos engagements. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, ma vision est claire. Oui, il s'agit de bâtir une Côte d'Ivoire prospère, développée et moderne, une Côte d'Ivoire solidaire, pour que l'État puisse continuer ses actions en faveur des Ivoiriens et de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Il nous faut encore créer plus de richesses et d'emplois. C'est à cela que nous nous attelons sans relâche, avec l'appui du secteur privé et de nos partenaires, pour la transformation structurelle de notre économie et l'avènement d'un Ivoirien nouveau autour des valeurs de paix, de patriotisme, de civisme et de travail. Ainsi, en dépit du contexte économique mondial difficile, l'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance. Après un taux de croissance du produit intérieur brut, le PIB, de 2% en 2020, année où pourtant toutes les économies du monde ont plongé du fait de la Covid, la Côte d'Ivoire a su encore maintenir son expansion. Le taux de croissance du PIB était de 7,4% en 2021. Il est estimé à près de 7%, c'est-à-dire 6,7% en 2022, et le taux d'inflation à 5,3%, l'un des taux les plus bas au monde, malgré les difficultés de pouvoir d'achat par rapport à un certain nombre de produits. Les grands équilibres macroéconomiques sont donc maintenus en Côte d'Ivoire, notamment avec notre endettement qui reste modéré à peu près à 55% du PIB, alors que la plupart des pays sont au-delà de 100% du PIB. Notre pays continue de bénéficier de la croissance des investisseurs nationaux et internationaux et des acteurs des marchés financiers. Après la mise en œuvre satisfaisante de 2 programmes économiques et financiers avec le Fonds monétaire international, au cours des 10 dernières années, les négociations pour un 3e programme ont été concluantes en mars dernier. Ainsi, le programme économique financier de la Côte d'Ivoire pour la période 2023-2025 bénéficiera d'un soutien financier de 3,6 milliards de dollars, soit environ 2100 milliards de francs CFA sur 3 ans, avec des décaissements d'environ 700 milliards par an, cette année, en 2024 et en 2025. Les perspectives économiques sont donc favorables, même si le gouvernement doit demeurer attentif en raison des incertitudes liées à une situation internationale instable.
Pour l'année 2023, le taux de croissance du produit intérieur brut est projeté à 7,2% et le taux d'inflation devrait baisser à 3,7%. Certains diront que c'est un cours d'économie, mais ça en vaut la peine pour montrer la solidité de la Côte d'Ivoire. Et nous pouvons être fiers de la performance de l'économie ivoirienne grâce aux efforts de chacune et de chacun des Ivoiriens. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui bien plus qu'hier une des locomotives de la sous-région et l'une des principales vitrines d'une Afrique qui avance et qui gagne. Aussi, au tout début de l'année 2024, notre pays va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Cette CAN qui sera la CAN de l'hospitalité. Et je me félicite de l'état d'avancement de l'ensemble des travaux d'infrastructure. Ils seront tous achevés et livrés à bonne date et aux exigences les plus élevées de la CAF et de la FIFA. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, la modernisation des institutions à laquelle je me suis engagé dès mon accession à la magistrature suprême s'est traduite par l'adoption de la nouvelle Constitution du 8 novembre 2016, celle de la Troisième République, pour doter l'État de Côte d'Ivoire d'institutions crédibles et stables. Parce que la Constitution doit être dynamique, épouser l'ère du temps et surtout renforcer l'efficacité des institutions de la République et leur fonctionnement, je viens vous soumettre, conformément à l'article 177 de la Constitution. Je l'ai toujours dans la poche, la Constitution. Conformément à l'article 177 de la Constitution, une modification constitutionnelle. N'ayez pas peur. Alors, les modifications que je propose visent, entre autres, l'instauration de 2 sessions ordinaires au Parlement. Oui. L'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre, ainsi que les élections des députés et des sénateurs. L'instauration de 2 sessions ordinaires vise, dans un souci d'efficacité, à permettre davantage de célérité dans l'examen et l'adoption des projets de loi soumis au Parlement par le gouvernement, en faisant coïncider la période du travail parlementaire et celle du travail gouvernemental, ce que la session unique ne permettait pas. En fait, nous n'aurions pas dû changer cette disposition de l'ancienne Constitution. Avec l'instauration des 2 sessions ordinaires, les vacances gouvernementales au mois d'août interviendront pendant celles du Parlement qui se situeront de juillet à septembre. Donc, en résumé, 2 sessions de janvier à juin, la première, 3 mois de vacances de juillet à septembre, et la deuxième session essentiellement budgétaire d'octobre à décembre. Quant aux élections des députés et des sénateurs, je crois que ça devrait convenir aux députés et aux sénateurs, n'est-ce pas? Voilà, je vous remercie. Nous avons consulté d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat avant d'entreprendre cette proposition. Quant aux élections des députés et des sénateurs, elles auront lieu après les présidentielles. Voilà, dans le dernier trimestre de l'année. C'est ce qui explique que nous avons avancé les élections locales au mois de septembre pour nous permettre de faire les élections des sénateurs dans le dernier trimestre de cette année, c'est-à-dire en novembre ou en décembre.
Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, notre pays connaît des avancées remarquables dans tous les domaines, grâce aux efforts de tous nos compatriotes. Et je voudrais nous féliciter de ces avancées. Notre responsabilité est de maintenir cette dynamique de croissance et de progrès pour le rayonnement de notre beau pays et le bien-être de nos populations. C'est pourquoi j'en appelle à toutes les forces vives de la nation, acteurs politiques, société civile, population jeune et moins jeune, à s'investir dans cette quête continue de paix et de progrès. Je souhaite que les prochaines élections municipales et régionales, prévues le 2 septembre de cette année, se déroulent dans un climat de paix, de respect et de fraternité pour le renforcement de notre démocratie. Travaillons tous à faire de la Côte d'Ivoire une véritable terre d'espérance pour tous ceux qui vivent et travaillent dans notre beau pays. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays.